certains, peut-être parmi vous, j'imagine, c'est le cas, ont certains imaginaires de ce que ça pourrait donner, un effondrement. D'autres sont totalement hors dehors de ça, ils ont d'autres imaginaires. Je vais commencer par faire un tout petit tour, mais hyper rapide, des différents imaginaires qui existent, dans lesquels les gens aujourd'hui se projettent. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui, et c'est la mentalité qui a prédominé toute l'histoire humaine jusqu'à très, très peu. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je pense qu'au niveau planétaire, ça reste quand même un imaginaire qui est extrêmement présent. Peut-être pas trop dans notre pays, dans ce pays ou dans le mien, la France, mais de moins en moins. Pour autant, au niveau mondial, c'est très présent. C'est l'imaginaire qui consiste à penser qu'il n'y a pas de limite, qu'on peut faire tout ce qu'on veut sans limite, et que voilà, il n'y a absolument rien qui nous, il n'y a pas de limite absolue en tout cas, dont on ne saurait s'affranchir. Et cet imaginaire-là, aujourd'hui, se heurte un petit peu au réel. Le réel est têtu et il y a des limites. Je vais en parler un petit peu après. Et donc, derrière, heureusement, il y a des gens qui ont compris ça, qui ont compris qu'il y avait des limites. Mais il y a un autre imaginaire donc, qui est extrêmement puissant. C'est des gens qui disent bon, OK, il y a des limites, on l'a bien compris, on va faire tout ce qu'il faut pour rester en dessous. Voilà, donc les gens qui vont développer un certain nombre de stratégies, je ne rentre pas dans le détail ici, pour rester en dessous de la limite. Voilà, ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que la limite, on l'a dépassée, et qu'on l'a dépassée depuis déjà même plusieurs décennies, et que toutes les stratégies qui voudraient que l'on resterait en dessous de la limite sont nulles et non avenues à partir du moment où ça fait grosso modo presque un demi-siècle qu'on a déjà dépassé la limite. Et là, je me réfère à des travaux sur l'empreinte écologique et sur la biocapacité, mais pareil, je ne développe pas ce soir. Disons que les impacts que l'humanité a sur cette planète, qui sont de trois natures que je vais dire juste après, dépassent aujourd'hui la capacité de la Terre à encaisser ces impacts. Alors, c'est quoi les trois types d'impact qu'on a sur la planète? C'est les ressources qu'on utilise, et ce sont les pollutions et les déchets qu'on rejette, et ce sont les dégradations écologiques notamment que l'on crée. Et donc la planète, elle a une certaine capacité à renouveler des ressources, à absorber des pollutions et à réparer des dégâts. Aujourd'hui, le problème, c'est que dans ces trois domaines, l'impact que l'on a est bien supérieur à ce que la planète sait faire. Et ça, ce dépassement, c'est-à-dire le fait que notre empreinte, notre impact est supérieur à ce que la planète sait ou peut gérer, les experts nous disent que les courbes se sont croisées au début des années 70, donc ça fait un moment en réalité. Et ça fait un moment qu'on vit au-delà de la limite. Alors qu'est-ce qui se passe quand on vit au-delà de la limite? Eh bien, ça ne peut pas durer. Il se passe que le substrat sur lequel on vit, la nature en réalité, elle est en train de se dégrader, elle se dégrade de plus en plus vite, et que du coup notre capacité, nous, à en retirer des ressources va diminuer, et donc nécessairement notre capacité à faire un certain nombre de choses, de l'énergie également, à retirer de l'énergie, tout ça, ça va diminuer, notre capacité à maintenir les sociétés complexes dans lesquelles nous vivons va diminuer, et in fine, quoi que nous fassions aujourd'hui, ce n'est pas une question de volonté politique ou de technologie, quoi que nous fassions, la courbe de notre impact va redescendre en dessous de la biocapacité de la planète, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre plus durablement que ce que la planète peut offrir. Là, on est en train d'attaquer des stocks qui ne se renouvelleront pas. Quand les stocks seront finis ou notre capacité d'extraire ces choses-là sera rendue nulle, eh bien nécessairement, notre niveau de vie va baisser, devoir s'adapter à ce que la planète peut nous donner, avec des disruptions écologiques, etc. Donc c'est le troisième type d'imaginaire qui consiste à comprendre qu'effectivement on a dépassé la limite, mais là-dedans il y en a certains qui disent on va décroître, il suffit de décroître et de repasser, de redescendre notre impact en dessous de cette biocapacité de la planète, et à partir de là, de nouveau, ça va être, on va pouvoir osciller autour d'une position d'équilibre et ça ne va pas s'effondrer. Ok, bon, alors ce point de vue-là, il était tout à fait viable, il était parce que comme on ne le fait pas, comme il n'y a pas de politique pour décroître, comme on ne l'a pas fait et qu'on ne le fera pas, et bien précisément, c'est pas ça qui va se passer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est le quatrième imaginaire, c'est celui dont on va parler ce soir essentiellement. Des gens qui ont compris que non seulement on ne va pas décroître de notre plein gré, et que du coup, la biocapacité de cette planète va chuter, va commencer à décroître de plus en plus vite. C'est comme ça qu'évoluent les systèmes complexes. Et notre courbe d'impact va repasser en dessous, ça c'est sûr. Elle va repasser en dessous d'une courbe qui elle-même descend très très vite, ce qui fait que là il y a un dévissage à un moment qui se produit, pour nous, pour nos sociétés. À un moment il y a un dévissage. Ce que certains peuvent appeler un effondrement, en tout cas c'est peut-être une série d'effondrements. Quoi qu'il en soit, moi ce dont je parle c'est de descente énergétique et matérielle. On va la voir. On aurait pu avoir une descente énergétique et matérielle contrôlée et gérée jusqu'à un certain point si on l'avait anticipé humblement et intelligemment, on ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui ce qui va se passer c'est que très certainement on va le subir. Néanmoins,
Il y a encore tant qu'on peut, parce qu'on peut encore anticiper là-dessus, donc tout n'est pas perdu complètement. Le pire ne se produira pas partout. Cela dit, cette grande descente énergétique et matérielle, on n'y coupera pas. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on a un monde qui, à tous les niveaux, se dérègle, et toutes les dimensions du monde naturel, que ce soit les eaux, les lacs, les rivières, les cours d'eau, les océans, que ce soit le climat, l'atmosphère, les cycles de l'eau et du carbone, que ce soit la cryosphère, l'ensemble des glaces, les glaciers, les inland seas, les banquises et le pergélisol et la patinoire municipale, tout ça c'est en train de fondre, que ce soit les ressources vraiment de la biosphère, donc par exemple les différents types d'écosystèmes, les océans et la vie qui est dedans, les forêts. Absolument partout, nous observons, et les sols aussi, je n'ai pas parlé des sols, l'état des sols, nous observons des dévissages, vraiment des effondrements du vivant. Et donc là, ce ne sont pas des théories scientifiques fumeuses, ce sont véritablement des choses qui sont constatées. Je vous donne un chiffre, je pourrais en donner 1000. Je vous donne un chiffre parce que c'est celui qui, moi, me choque le plus. Grande étude publiée en 2014 qui a conclu qu'entre 1970 et 2014, donc en 44 ans, il y avait 60% des populations de vertébrés au niveau mondial qui avaient disparu. Voilà. 60% des vertébrés, c'est-à-dire les mammifères terrestres et marins, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les poissons. Tout ça confondu. Sur tout ce qu'on a étudié, des dizaines de milliers d'espèces, voilà ce qu'on observe. Ce n'est pas une disparition d'espèces, c'est une disparition de populations. Donc c'est un dévissage terrible du vivant. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand on est face à un monde comme ça qui est en effondrement constaté, ou en pré-effondrement, ou en atteinte de limites, je ne développerai pas non plus complètement aujourd'hui, mais il y a des limites à ce que l'on peut retirer comme ressources, notamment le pétrole. Le pétrole, ce n'est pas une question de combien il y en a dans le sol, c'est est-ce qu'on est capable d'assurer le flux permanent dont nos sociétés ont besoin pour fonctionner. On pourrait croire qu'on pourrait se passer de pétrole, on ne peut pas, on ne sait pas le faire. Nous avons construit nos sociétés, en tout cas celles dans lesquelles on vit ici, vraiment pour et par le pétrole. Donc ce n'est pas remplaçable dans les délais qui nous sont impartis. Donc là aussi, il y a une décroissance énergétique qui arrive, il y a un problème de métaux, beaucoup de métaux, certains qui sont stratégiques pour la grande transition énergétique dont on nous parle, par exemple, qui eux-mêmes arrivent à des limites dans ce qu'on est capable d'extraire. Et au final, il va falloir de plus en plus de métaux pour aller chercher une énergie qui est toujours plus difficile à atteindre, de plus en plus d'énergie pour aller chercher des métaux qui sont en concentration toujours plus faible. Et c'est bien le fait qu'il faut toujours plus de l'un pour l'autre qui fait que ça s'accélère et on atteint des limites assez rapidement dans les années et les décennies qui viennent sur notre capacité à extraire des métaux et de l'énergie. Donc ça, c'est sur les limites qu'on atteint au niveau de la lithosphère, par exemple. Donc voilà, donc quand on a le monde naturel entier, qui est en effondrement ou en pré-effondrement, et la partie lithosphère, le manteau terrestre dont on tire un certain nombre de ressources stratégiques, qui est en atteinte de limites, question, est-ce que nos sociétés humaines peuvent perdurer, sachant qu'on est, évidemment, on peut ne pas vouloir le savoir, on peut vouloir s'enfermer dans les décors qu'on s'est construits. Néanmoins, au-delà de ces décors, il y a des chaînes d'approvisionnement permanentes d'énergie, de matériaux, de ressources, dans un sens pour nous approvisionner, dans l'autre sens pour embarquer les déchets, qui, si elles disparaissent, font qu'on a des gros problèmes. Nous dépendons donc d'une nature qui est en train de se casser la gueule. Est-ce que nos sociétés vont pouvoir durer? C'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, si on modélise le système, si vous voulez, vous allez entendre beaucoup de gens vous dire à peu près la même chose que moi, là, vous dire il y a un problème au niveau des océans, des mangroves, des récifs coralliens, des forêts, etc. Et de la Sibérie qu'ils font, etc. Bon, mais le fait de lister toutes ces choses-là côte à côte ne permet pas de comprendre ce qui se passe. Ça ne suffit pas. Ce n'est qu'une juxtaposition d'un certain nombre d'études qui sont certes souvent reliées les unes aux autres, mais malgré tout, il n'y a pas de compréhension systémique de ce qui se passe. Et donc, si on ne fait que juxtaposer les différents types de problématiques qui se posent, et que si on ne fait que les traiter comme des problèmes séparés, eh ben, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, qui sont d'ailleurs très utiles, pour s'attaquer à la question climatique, pour s'attaquer à la question de la chute de biodiversité, pour s'attaquer à un problème de ressources, comme l'eau par exemple. Il y a un certain nombre de choses que l'on peut entreprendre, mais tant qu'on ne fait que ça, on ne résout pas le problème. On ne fait que s'attaquer à ces symptômes, et jamais on attaque la cause primaire de tous ces problèmes. Donc je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, il faut le faire. Mais même si on réussissait à tout gérer, ça ne ferait que déplacer le problème ailleurs dans le système. Et on s'effondrerait, tout pareil. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que notre civilisation est un flux thermodynamique qui transforme la nature en déchets. Le problème, c'est qu'on prélève des ressources, on les transforme, c'est la civilisation, en biens et en services grâce à de l'énergie qu'on est allé chercher.
Et puis ensuite, on rejette des déchets, des pollutions. Les déchets, les pollutions peuvent être de 3 types. C'est solide, c'est liquide ou c'est gazeux. Et parmi les gaz, il y a ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Et donc le dérèglement climatique est une des conséquences du fait que ce flux transforme la nature en déchets. Donc on peut résoudre le problème climatique. Par exemple, on fait une transition énergétique, celle dont on nous parle, et puis on remplace des technologies qui sont très émissives par des technologies moins émissives. Bon, au-delà du fait qu'on ne sait pas le faire pour l'instant, on n'y arrive pas, il n'y a pas vraiment de transition énergétique, on ne fait qu'additionner les capacités de production. Au-delà de ce fait-là, si on regarde combien aujourd'hui on produit d'énergie au niveau mondial grâce à ce qu'on appelle les renouvelables, c'est toujours très très peu. À peu près 85% des énergies, ce sont les fossiles au niveau mondial, l'énergie primaire. Donc, on ne sait pas vraiment faire. Bon, pas grave, c'est pas mon sujet. Imaginons qu'on y arrive. Alors qu'est-ce qui se passe? Imaginons qu'on arrive à décarboner la production énergétique. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien, c'est mieux, il faut le faire. Ça change beaucoup de choses pour le climat. Or, la question climatique, à elle toute seule, peut remettre beaucoup de choses en question, jusqu'aux conditions de vie sur Terre, peut-être d'ici quelques siècles. Donc c'est important. Mais si on fait que ça, on aura juste mis de l'énergie, certes décarbonée, au service d'un flux qui transforme la nature en déchets. Ça ne change pas grand-chose. Ce flux est bien supérieur à ce que peut encaisser la Terre. Il faut décroître. Sauf que le système qu'on a construit ne peut pas décroître. Nous devons décroître, et nous ne pouvons pas décroître. Si on décroît, ça se casse la gueule. On peut décroître, on peut en discuter, je suis très schématique là. On peut faire décroître un certain nombre de choses, mais vraiment décroître comme il faudrait qu'on le fasse, impossible. Avec le système qui existe, impossible. Alors, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait déjà, est-ce qu'on est responsable de ça ou pas? Moi, je vous dis que oui. Je vous dis que chacun de nous ici est responsable de ça. Coupable? Non, je n'ai pas dit coupable. Coupable, c'est est-ce qu'on est coupable d'en être arrivé là? Bon, la plupart d'entre nous, c'est pas le cas. On ne savait pas. Puis, clairement, les gros pollueurs, c'est pas nous. Enfin, sauf qu'il y a peut-être des exceptions dans cette salle, mais c'est pas nous. Vous, là-bas, par exemple. Non, je plaisante. En tout cas, dans ce que je veux dire, c'est que, ok, on peut toujours dire c'est pas de notre faute. Bon. Mais oublions 2 secondes le passé, et puis à partir de maintenant, moi je vous dis, on est tous responsables de l'avenir. Et même quand il s'agit que ce soit d'autres qui changent, des multinationales, des riches, entre guillemets, dont nous faisons partie d'ailleurs au niveau mondial, y compris des grandes entreprises, certains pays, même si c'est eux qui doivent changer, ce n'est pas à eux que revient la responsabilité de changer, parce qu'ils ne changeront pas. Il ne s'agit pas de leur demander de changer. Il va falloir les faire changer. De gré, de force, voilà, il va falloir trouver les moyens pour que ça change, pour qu'ils changent. Et donc, ça pose des questions sur quel type de mobilisation. Est-ce qu'on veut se mobiliser sous l'angle respecter les accords de Paris? Il faut changer tout ça, il faut décroître, il faut ceci, il faut cela, machin. Ils ne le feront pas. C'est pas juste qu'ils ne veulent pas le faire. Déjà, c'est le cas, la plupart d'entre eux ne veulent pas le faire, mais c'est juste que même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas. Ils ne peuvent pas, ils sont eux-mêmes prisonniers d'un système. En réalité, ces gens ont énormément de pouvoir dans le système qui existe, mais ils n'ont aucun pouvoir pour le changer. Le pouvoir de changer les choses ne leur appartient pas. Il nous appartient à nous. Donc, on va changer le système? Oui? Qui l'a dit? On ne peut pas. Je suis désolé, on ne peut pas. On ne peut qu'à la marge. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'arrêter là. Le système, un système complexe dynamique, c'est quelque chose qui est en mouvement permanent. Vous représentez une forme de blob. Voilà. Aujourd'hui, si vous essayez de changer le système en attaquant ici une loi, en rajoutant une loi ou en changeant une loi, ici en rajoutant une technologie, ici en fermant ou en restructurant une filière ou une industrie ou je ne sais quoi, et à chaque fois on change un truc, ce qui se passe de manière très schématique, c'est que le système se réorganise. Il va reprendre l'espace qui était occupé, il va se réorganiser autour d'eux. Si vous proposez une alternative, il va très souvent l'englober, il va là comme un blob, et on le change à la marge, on ne le change pas fondamentalement. Pour changer un système, il faut changer les règles d'interaction entre les éléments du système. Il faut changer donc quoi? Donc les lois, ok, on peut imaginer, les normes, on peut imaginer, les technologies, on peut imaginer, les cultures. Ah, là c'est plus dur. Qui c'est qui décrète? On change de culture. Il faut changer nos modalités d'interaction les uns avec les autres.
les rapports de domination à nous, entre hommes et femmes, entre races, entre espèces. Comment on change ça? On ne peut pas changer le système. Ok, donc voilà, maintenant je vous ai fait un panorama. Au revoir, merci. Non, je rassure, j'en reste pas là. Puisqu'on ne peut pas changer le système, il faut changer deux systèmes. La nuance est extrêmement importante. Moi, je vous affirme, et vous pouvez ne pas me croire et ne pas me suivre, mais moi je vous affirme que tout ce qui relève de tenter de changer le système sera insuffisant. Je n'ai pas dit que ce n'était pas utile. Je n'ai pas dit que ce n'était pas utile. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Rentrer en résistance contre une certaine partie du système, les activités les plus déprédatrices ou les individus les plus dangereux, très bien. Essayer de s'attaquer à tous les problèmes dont je vous ai parlé, les problèmes séparés, oui, bien sûr. Donc il faut le faire. Mais si on ne fait que ça, une fois de plus, on s'effondrera à peu près pareil. Donc imaginez, vous avez une migraine. Bon, c'est un problème. Réglez ce problème. Prenez du paracétamol, c'est réglé. Vous avez des problèmes de peau. Bon, ben, mettez-vous, je sais pas, des corticoïdes ou je ne sais quoi sur la... Hop, c'est réglé. Voilà. Vous avez un problème digestif. Bon, ben, là aussi, il y a des pilules et des machins, ou peut-être une autre façon de s'alimenter, c'est peut-être mieux aussi. Peut-être que vous arriverez à résoudre votre problème. Très bien. Donc il faut le faire. Parce que si on arrive à résoudre tous ces problèmes, c'est vachement mieux quand même de vivre sans tous ces problèmes qui nous pourrissent la vie. Mais si tous ces problèmes sont les symptômes du fait que vous avez, par exemple, un cancer généralisé, allez-y. Hein. Bouffez 6 kilos de paracétamol par jour, prenez toutes les pilules que vous voudrez et changez de... Ça ne changera rien. Il faut s'attaquer donc à la cause des causes, c'est-à-dire changer de modèle de civilisation. Et comme, une fois de plus, on ne peut pas faire basculer le modèle existant, la meilleure manière de s'y prendre, c'est de proposer quelque chose de neuf. Donc, je vais terminer là-dessus, parce que pour moi, c'est la seule chose qu'il faut faire. Proposer quelque chose de neuf, ça veut dire quoi? Ça veut dire le construire et le rendre désirable, pour que ce ne soit pas juste une petite utopie à 20 personnes quelque part. Donc, il faut, d'une part, qu'il y ait une démonstration, une construction collective, tant qu'on peut encore le faire dans des bonnes conditions. Parce que c'est quoi, en fait? Ça revient à faire quoi? Ça revient à faire des choix difficiles, de ce que l'on veut conserver à tout prix, de ce qui nous est cher, de ce que l'on veut remettre en question, et jusqu'où, des choses qu'il faut arrêter, des choses qu'il faut limiter, des choses qu'il faut réimaginer, et des choses qu'il faut peut-être créer, évidemment. Mais cette conversation de ce que l'on veut garder, ce que l'on veut... cette conversation, il faut mieux l'avoir collectivement, une fois de plus, tant qu'on peut le faire dans des relativement bonnes conditions. Et si on ne le fait pas maintenant, ces choix, parce que la grande descente énergétique et matérielle dont j'ai parlé tout à l'heure va se produire, ces choix vont nous être imposés, dans le chaos, parce qu'on ne les aura pas anticipés. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a toujours des individus qui émergent et qui disent « je vais vous assurer la sécurité en échange de la liberté ». Et s'il y a bien un invariant dans l'histoire, c'est qu'à ce moment-là, les gens choisissent massivement pour ce type d'option. Et il y a donc une grande question au-delà de est-ce qu'on survit ou pas, qui est donc comment, si on arrive à survivre, on survit comment? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on vit une dictature ou des autoritarismes divers et variés? Ou est-ce qu'on a des conditions de vie encore dignes? Donc c'est tout ça qui est en jeu aujourd'hui. Il faut donc créer des alternatives, concrètement, localement, à l'échelle territoriale. Je ne vais pas rentrer là encore dans des détails, je n'ai pas le temps, mais c'est là que ça se joue. Trop petit, ça ne peut pas être résilient ou pas durablement résilient. Trop grand, on retourne dans une usine à gaz où on dépend de chaînes d'approvisionnement de l'autre bout du monde. Il faut que ça se joue au niveau territorial, au niveau d'une communauté de communes, au niveau d'un bassin de vie, d'une ville peut-être. Si elle est trop grande, il faut que ça soit découpé en plusieurs morceaux, etc. Et là, on organise des nouvelles façons d'être au monde. On met en place, après une discussion collective, des nouvelles cultures pour reconstruire des choses neuves. Et on essaie de rendre ça inspirant pour que d'autres personnes fassent ça ailleurs et que ça se reproduise, à chaque fois adapté aux différents endroits et qu'on atteigne peut-être un jour collectivement un réseau comme ça d'alternatives, j'ai quasi fini, un réseau d'alternatives connectés, complémentaires, solidaires, qui fassent peut-être un peu système, qui soit en fait une proposition de civilisation B, un plan B civilisationnel, une civilisation qui serait distribuée, c'est-à-dire reterritorialisée à plein d'égards. Voilà. Et donc ça, je vous encourage aujourd'hui à véritablement vous mettre ensemble, pas tout seul, ça ne marcherait pas, vous mettre ensemble, créer des groupes de discussion, des groupes de travail partout où vous êtes, avec vos élus, avec des patrons d'entreprise et avec des simples citoyens, et à tenter des choses, à construire des choses. Il y a plein de choses qui existent. Regardez pour commencer le mouvement des
villes et territoires en transition, il y a un bon ADN là. Et construisez des choses qui font sens localement et qui construisent de la résilience territoriale dans la dignité humaine. Faites ça et incluez à vos projets une partie storytelling, une partie récit, pour mettre tout cela en image et en scène, pour avoir des gens qui représentent des nouvelles échelles de valeur, qui sont représentés comme des nouveaux héros de ce que doit être le monde de demain. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que beaucoup de gens vous suivent et que peut-être, d'ici quelques années ou décennies, une masse critique s'opère avant qu'il ne soit trop tard.